Je cite, « Nous savons bien que nul d'entre nous agissant seul ne peut obtenir la réussite. » Fin de citation. Je vous donne cette autre citation. « La plus grande gloire n'est pas de ne jamais tomber, mais de se relever à chaque chute. » Fin de citation. Ces deux citations sont de Nelson Mandela, des citations qui inspirent et qui montrent clairement que l'erreur est permise, mais il faut savoir se relever, conjuguer les efforts pour parvenir à la réussite. L'Afrique a-t-elle réellement compris ces maximes? Point d'interrogation. Au Cameroun, le budget 2023 a été déposé à l'Assemblée nationale du Cameroun. Chaque ministre viendra défendre son enveloppe budgétaire pour l'exercice 2023. Mais en réalité, qu'est-ce qui change réellement? Au Mali, le divorce semble être consommé entre le Mali et les pays partenaires en termes de coopération militaire. Que traduisent ces retraits en cascade et ces suspensions d'aide? Question posée également. En République démocratique du Congo, l'Est du pays est plus que jamais sous les braises. Le mini-sommet qui s'est tenu à Luanda semble n'avoir porté aucun fruit puisque de nouveaux tirs ont été entendus à Rutshuru ce samedi. Peut-on réellement espérer une sortie de crise? Autre question posée, et nous en parlons d'ailleurs dans cette édition de votre programme hebdomadaire, le Grand 7 sur Dash News. Bienvenue à tous et à toutes, à tout de suite. Nous vous souhaitons la bienvenue, chers téléspectateurs. Merci de faire confiance à Dash News. Vous regardez bien le Grand 7. Et comme tous les après-midi, nous sommes en compagnie d'un invité de marque, Edmond Kuaté. Il est économiste et il nous fait le plaisir d'être avec nous cet après-midi. Bonjour et bienvenue, Edmond. Bonjour Marie-Vonne et bonjour à tous les téléspectateurs qui nous font le plaisir de nous suivre en ce moment. C'est un plaisir de vous recevoir sur le plateau du Grand 7. C'est toujours un plaisir partagé. Merci en tout cas pour l'honneur que vous nous faites. Puisque vous êtes tout nouveau à l'émission, il est de coutume, dans le cadre de cette émission, d'aller faire un tour sur le continent africain pour voir ce qui aura marqué l'actualité de cette semaine qui s'achève. Et bien sûr, notre guide habituel, Audrey Melingui, nous mène sur le continent africain. Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine, Audrey Melingui? Bonjour. Bonjour Marie-Vonne et bienvenue à ce round-up de la semaine. Nouvelle escalade entre le Mali et la France. Le gouvernement de transition a annoncé ce 21 novembre l'interdiction pour les ONG françaises et celles financées par la France de poursuivre leurs activités dans le pays. Cette nouvelle sortie du régime d'Assimi Goïta intervient quelques jours après que la France ait décidé de suspendre son aide publique accordée à ce pays du Sahel, une mesure que les autorités maliennes considèrent comme un non-événement. Après le Royaume-Uni et la Côte d'Ivoire la semaine dernière, l'Allemagne annonce le retrait de ses troupes du Mali. L'annonce a été faite par voie de communiqué signé du porte-parole Stephens Herbstrest. Le retrait sera progressif, a-t-il expliqué, et devra être terminé en mai 2024, soit un mois après les élections. Ils sont entre 20 et 30 soldats tchadiens morts au cours d'une attaque de la secte islamiste Boko Haram dans la province du Lac, au sud-est du pays. Dans un communiqué de ce mardi 22 novembre, la présidence parle d'une attaque surprise, au bilan lourd pour l'armée et pas de victimes enregistrées côté terroriste. Dans une déclaration ce 21 novembre, le porte-parole du ministère ougandais de la Défense, Félix Kulaigye, a indiqué que l'Ouganda déploiera dans les prochains jours 1000 soldats en République démocratique du Congo. Ils combattront aux côtés du Kenya et du Burundi déjà sur place, près de la ville de Goma, qui est attaquée par des rebelles du mouvement du 23 mars, le M23. Les chefs d'État et de gouvernement des 7 pays membres de la lutte contre le terrorisme en Afrique de l'Ouest, connus sous le nom l'Initiative d'Accra, se sont réunis cette semaine en un sommet à Accra au Ghana pour développer les liens solides afin de faire face au phénomène croissant du terrorisme et de l'extrémisme dans la sous-région et en Afrique. Le pouvoir judiciaire a récemment qualifié la libération de Jacob Zuma, ancien président sud-africain, de conditionnel et d'acte contraire à la loi, exigeant de lui qu'il purge normalement sa peine. Pour rappel, Jacob Zuma
avait été inculpé en 2021 pour avoir refusé de collaborer avec la justice à la suite d'une affaire de corruption dans laquelle il avait été accusé. Seulement, pour des raisons de santé, Jacob Zuma a été mis en liberté pendant 2 mois. Les femmes des régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun ont été encouragées à s'impliquer activement dans la politique afin d'accroître la participation de celles-ci aux prochaines échéances électorales dans le pays. L'appel a été lancé à Boya lors d'un séminaire de 3 jours sur le renforcement de la participation politique des femmes dans ces régions à statut spécial. Ce séminaire a été organisé par l'École nationale d'administration locale en partenariat avec le Haut Commissariat du Canada au Cameroun. Merci à vous, Audrey Melingui, pour ce round-up de l'actualité de la semaine. Et je vous l'annonçais dès l'entame de ce programme, nous allons marquer 3 arrêts au cours de votre programme hebdomadaire, le Grand 7. Le premier arrêt est bien sûr marqué au Cameroun, où l'actualité est marquée par la session parlementaire qui a donc démarré depuis le début du mois de novembre 2022. Et l'actualité au sein de l'Assemblée nationale, c'est bien que le gouvernement camerounais a proposé une enveloppe budgétaire équilibrée en recettes et en dépenses à la somme de 6 345,1 milliards de francs CFA. Mais avant de revenir sur le plateau pour échanger avec notre invité de ce jour, je vous invite à regarder ce reportage que signe Stéphane Dibébé. Il parle des députés qui examinent justement le projet de loi de finances 2023. Regardez. L'augmentation enregistrée par le budget général est de 297,1 milliards de francs CFA, soit plus de 5% par rapport à l'exercice 2022, où il se situait à 5 milliards 977,7 milliards de francs CFA, selon l'exposé des motifs. À en croire le gouvernement, ce budget a été élaboré dans un contexte marqué par le ralentissement de la croissance économique mondiale, dont le taux projeté en 2023 est de 2,7% sur le plan international. L'inflation devrait diminuer pour s'établir à 6,5% du fait des politiques monétaires des inflationnistes mises en place par des banques centrales. La même diminution est attendue en zone CEMAC, où ce taux est projeté à 3,3%. Sur le plan national, l'élaboration de ce projet de loi s'est adossée sur plusieurs facteurs, notamment sur les projections macroéconomiques. Elle table sur une croissance de 4,2% contre 3,7% en 2022, en dépit de la contraction de l'activité dans le secteur pétrolier. L'inflation restera maîtrisée à 3% contre 4,6% en 2022, selon l'exposé des motifs de ce texte. Le gouvernement camerounais qui a donc proposé une enveloppe budgétaire de 6 345,1 milliards de francs CFA pour les comptes de l'exercice budgétaire 2023. Notre reporter Stéphane Dibébé a bien su faire la différence. On parle donc d'une augmentation de 264,7 milliards de francs CFA par rapport à l'année 2022. En réalité, qu'est-ce qui change? Alors, qu'est-ce qui change fondamentalement dans la structure du budget? Qu'est-ce qui change fondamentalement? C'est peut-être cette légère hausse de 5, oui. Et puis, qu'est-ce qui change également? C'est les méthodes de collecte restent les mêmes. C'est-à-dire quand tu appuies sur les mêmes leviers. C'est-à-dire douane, impôts pour les recettes non pétrolières. Je crois qu'ils vont s'élever, les collectes vont s'élever à un peu plus de 3 000 milliards. Ça, c'est douane, impôts, de mobilisation de ressources internes hors pétrole. Et puis maintenant, le reste, c'est toujours les mêmes modes de mobilisation des fonds. C'est-à-dire que quand on a fini avec les 2 leviers douane-impôts, maintenant, on va s'appuyer, on va se tourner vers les partenaires extérieurs, appui budgétaire, notamment, je vais dire, l'AFD, et puis l'Union européenne et tous ceux qui nous aident, les dons, et ainsi de suite. Mais non, fondamentalement, ce qui va changer, c'est que le gouvernement, ou plutôt le Parlement, depuis la dernière session de juillet, avait annoncé qu'il devait avoir une augmentation de la pression fiscale au Cameroun. Et le Parlement, à travers, n'est-ce pas, le projet de loi du gouvernement, projetait une augmentation de la pression fiscale partant de 11,6% en ce moment, en 2022, à 12,8% en 2023. Et cette augmentation
de 0,5% chaque année sur 2024-2025 pour finalement atteindre 13%, n'est-ce pas, de mobilisation des ressources, 13% bien sûr du PIB, hein, de mobilisation de ressources internes hors pétrole. Ça veut tout simplement dire qu'il y a plusieurs alternatives. Au moins, il y en a au moins 3. La première, c'est qu'il va y avoir un relèvement de taux, n'est-ce pas, déjà des valeurs imposables jusqu'ici. La seconde, c'est qu'il va y avoir une suppression des dispositions exonératoires. C'est-à-dire que certaines mesures d'exonération que l'État accordait pour permettre aux importateurs d'avoir une bouffée d'oxygène, l'État va les supprimer. Oui. Et la troisième, c'est qu'il va y avoir une exploration de nouvelles niches fiscales. Dans tous les cas, il va falloir que l'État se fasse de l'argent et que l'État mobilise les ressources. Donc, comme je l'ai dit, il y a 3 cas de figure. Et les 3 cas de figure vont forcément s'implémenter lorsque vous lisez le projet de loi qui est en cours d'examen en ce moment à l'Assemblée. Si vous allez vous rendre compte, par exemple, que après 2008, après les événements de 2008, vous vous souvenez, on avait baptisé ça les événements de la faim, lorsque les jeunes Camerounais un peu pris par la faim étaient descendus exprimer... en février 2008, En février 2008, oui. étaient descendus exprimer leur colère dans la rue. Le gouvernement avait tout de suite pris une disposition, je vais dire, d'accorder certaines exonérations sur l'importation des produits de base. Il faut savoir que les produits de base au Cameroun sont majoritairement importés de l'extérieur. Et donc, pour donner une petite bouffée d'oxygène aux importateurs et créer une variable d'ajustement tarifaire vers la baisse sur le marché, le gouvernement avait accordé certaines exonérations, notamment sur le riz et les céréales. Et donc, on avait arrêté un taux préférentiel, ou alors un taux, pas préférentiel, mais on avait arrêté un taux incitatif sur certains prix, notamment le riz à 5%, n'est-ce pas, de droits de douane. Aujourd'hui, si vous regardez dans la nouvelle loi, cette disposition, elle est supprimée. Et donc, ça va passer à 10%. Le maïs, les céréales, tout ça, ça va passer à 10%. Et donc, vous comprenez que ça va plutôt créer une variable d'ajustement tarifaire vers la hausse à partir de janvier. Donc, les prix vont légèrement augmenter parce que ce qu'il faut très bien dire aux gens, c'est que ce n'est pas l'importateur ou le commerçant qui paye l'impôt. Lui, il répercute sur le prix final. Oui. Même s'il sort l'argent dans sa poche pour payer, il répercute. En réalité, à la fin, il est comme un collecteur. C'est-à-dire qu'il paye et il collecte auprès du consommateur final. Et donc, voilà ce qui va se passer. Ça va faire que les prix il va y avoir une incidence sur les prix de ces matières-là, de ces produits-là, pour ces produits de base-là, le riz, les céréales et autres. Alors, on parle bien de vie chère et vous nous dites que la vie sera encore plus chère en 2023. Mais parce oui, que c'est ce que les téléspectateurs se posent sûrement comme question. Mais oui, c'est ce que je dis. Parce que lorsqu'on augmente, lorsqu'on supprime, par exemple, ces dispositions de prix incitatifs à 5%, lorsqu'on supprime pour élever le taux à 10%, il faut bien comprendre que le commerçant, lui, va répercuter ça sur le prix final, donc ça va passer un peu plus cher. Je comprends très bien qu'en ce moment, ça grince déjà un peu les dents sur le marché parce que le sac du riz est passé, je crois, d'aucuns parlent de 24 000, d'autres parlent de 25 000, ce qui était autrefois à 17 000, 16 000, 17 000 francs. Et donc, en janvier, le prix risque de connaître un peu une augmentation. Et donc, voilà ce qui va se passer. Mais ce qu'il faut dire aussi également aux gens, c'est que ce budget s'articule autour d'un principe qui est cher au gouvernement, d'un concept qui est cher au gouvernement, l'import-substitution. C'est-à-dire qu'il est question pour le gouvernement de décourager les importations pour favoriser la production locale. Ça, je l'ai très bien compris comme ça. Parce que lorsqu'on relève les taux, par exemple sur le poisson, qui également il va avoir une suppression sur le tarif incitatif, également sur le poisson, qui va passer à 10%. Et puis, ça va aussi se répercuter sur le prix. Je comprends que tout ça, c'est pour obliger finalement les gens à produire localement. Ça, c'est ce que j'ai très bien compris. Mais sauf que je crains que les faits escomptés ne soient pas obtenus. Ça, c'est mon analyse personnelle. Parce que, à côté, c'est vrai qu'il faut dire aux gens que l'impôt, en dehors d'être un outil
de mobilisation des ressources publiques est également utilisé par le gouvernement comme un outil soit d'incitation, soit de dissuasion. C'est-à-dire que le gouvernement peut utiliser l'impôt pour inciter, n'est-ce pas, pour mettre des mesures incitatives en place et permettre, n'est-ce pas, de l'accroissement d'un certain secteur de développement, soit il peut mettre ça en place, il peut utiliser également l'impôt pour dissuader certains importateurs et empêcher finalement qu'il y ait l'importation. Ça, c'est le rôle de l'impôt. Mais ce que je veux dire, c'est que si le gouvernement voulait appuyer sur les deux leviers simultanément, dissuasion et incitation, c'est-à-dire dissuader l'importation et inciter la production locale, on aurait pu s'y prendre autrement. Pourquoi? Parce que le commerçant, l'importateur, lui, il n'a pas mal. Il a mal parce qu'il sort l'argent d'un coup pour payer ce que l'État demande. C'est le consommateur qui a très mal. Alors que on aurait pu prendre certaines dispositions pour véritablement mettre en place, encourager la production locale. Parce que tout se passe comme si à partir de janvier 2023, il va y avoir une opération de l'Esprit Saint qui va permettre qu'on ait du riz suffisamment dans les champs camerounais, du blé suffisamment dans les champs camerounais, du maïs suffisamment dans les champs camerounais. Quand on parle même, quand on met en place une politique d'import-substitution, on devrait d'abord commencer par la substitution avant de décourager l'import. C'est-à-dire que le gouvernement camerounais devrait être en train de dire que bon, les mesures que nous avons prises en 2022 nous permettent d'entrevoir qu'une première campagne de récolte du riz au Cameroun à un certain tonnage peut se faire en mars 2023. Au moins, ça dit qu'il devait avoir cette perspective-là. Il devait avoir au moins cette vision en perspective, de dire que bon, le travail qui a été fait nous permet d'envisager une première campagne de récolte du riz, du blé et du maïs en mars, en avril ou en mai 2023. Et dans ce cas, pour favoriser, n'est-ce pas, la consommation de ce produit-là, on va dissuader, n'est-ce pas, les potentiels importateurs en frappant, en relevant le taux d'imposition. Très bien, on comprend bien la politique d'import-substitution que vous nous expliquez, et c'est d'ailleurs très important de le savoir, la stratégie du gouvernement camerounais dans l'économie. Mais on se pose la question, qu'est-ce qui bloque exactement la production locale? Le frein, c'est lequel? Bon, il y a plusieurs paramètres, il y a plusieurs variables explicatives. La première, elle est simpliste, c'est ce que tout le monde dit. C'est que les hommes d'affaires camerounais sont moulés à l'esprit de gains faciles et rapides. C'est-à-dire qu'ils aiment vite importer, se faire rapidement de l'argent, rapidement écouler la marchandise, faire du profit et puis basta, c'est terminé. Ça, c'est un peu une vision simpliste. Ça dit que ça a l'air un peu très facile comme ça. C'est vrai que ce n'est pas négligeable. Mais maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut interroger les coûts de facteurs de production au Cameroun. Il faut interroger fondamentalement les coûts de facteurs de production au Cameroun. Est-ce qu'en produisant localement, on est compétitif par rapport aux produits importés? Oui. Ça, c'est la question qu'il faut se poser. Et cette question nous oblige à aller interroger la structure monétaire camerounaise. Est-ce que l'euro bis que nous utilisons et que nous appelons CFA, est-ce que ça permet, de produire localement et d'être compétitif par rapport, n'est-ce pas, aux produits importés? Ça, c'est la première question. Deuxième question, est-ce que le Cameroun a atteint le niveau de technicité de production locale, le niveau de technologie de production locale qui lui permet de compétir avec ceux qui ont atteint les moyens standardisés de production? Vous et moi, nous connaissons bien la réponse. La réponse, elle est là. Troisième question que nous devons nous poser, est-ce qu'au Cameroun, la disponibilité énergique, parce que quand on parle des moyens de production, le premier facteur de production, c'est l'énergie. Parce que l'industrie veut dire énergie. Et l'énergie, l'économie, c'est l'énergie transformée. Est-ce que la disponibilité énergétique au Cameroun permet de faire une planification de production stratégique telle qu'on peut produire de manière permanente et constante sans avoir à faire des rallonges de coûts
dans l'énergie pour supporter la production et être compétitif à la fin? La réponse est également non. Donc, il y a qu'au Cameroun, on a un problème de coûts de facteurs de production qui sont tellement énormes, qui sont tellement multiples, qui font en sorte que les gens trouvent qu'il est plus facile d'importer et de vendre plutôt que de produire sur place. Je vous donne par exemple, nous avons toujours dit, j'ai parlé de la structure monétaire et je vous ai très bien dit, peut-être que beaucoup ne l'ont pas compris, j'ai dit que nous utilisons l'euro bis. En fait, le CFA, c'est l'euro bis parce que le principe d'arrimage à parité fixe du CFA sur l'euro fait en sorte que c'est l'euro que nous utilisons. Et donc, du coup, lorsque vous prenez ce problème-là, cette monnaie devient très forte pour notre structure économique, macroéconomique. Elle est très forte pour notre structure macroéconomique. Elle n'est même pas possible. Elle ne nous favorise pas, n'est-ce pas, la production locale. Et du coup, elle s'interprète de deux façons. Elle devient comme une forme de subvention à l'importation. C'est-à-dire que lorsque vous importez, ça vous coûte très moins cher. Vous avez l'impression que ça vous coûte très moins cher. Oui. Et ça devient, à contrario, une taxe à nos exportations. Lorsque vous exportez, ça vous coûte trop cher également, parce qu'elle est très forte. Du coup, vous voyez par exemple que lorsque nous produisons le cacao ici, à l'exportation, nous ne sommes pas compétitifs par rapport à ceux qui produisent en Amérique du Sud. Eux, ils sont plus compétitifs sur le marché. Lorsque vous produisez ici avec votre structure monétaire, vous n'êtes pas compétitif par rapport aux Chinois qui a une monnaie beaucoup plus faible que la nôtre et qui est l'atelier mondial de production. Vous comprenez que ça ne tient pas la route. Le yuan est très faible par rapport au CFA. Comment vous pouvez comprendre ça? Que le Chinois, qui est l'atelier de production mondial et qui ravitaille quasiment le monde entier, lui, je veux dire elle, ou alors lui comme pays, a une monnaie qui soit beaucoup plus faible. Mais plus compétitif. Et qui soit même soumise à fluctuations régulières. C'est-à-dire que lorsque la Chine veut importer massivement, elle relève un peu la valeur du yuan. Et lorsqu'elle veut exporter massivement, elle baisse la valeur du yuan pour être très moins cher et être très compétitif. Et donc, vous comprenez que tout ça mis ensemble fait en sorte que la production locale souffre énormément. Vous comprenez un peu? Ça souffre énormément. Vous avez vu que jusqu'à une certaine époque, le poivre de Pendia était très prisé sur le marché. Oui. Sauf qu'aujourd'hui, le poivre de Pendia souffre. Je connais beaucoup de jeunes qui se sont lancés dans la production du poivre et qui aujourd'hui ne trouvent pas leur prix. Parce qu'à l'époque, quand ils lançaient le poivre de Pendia, le kilogramme coûtait presque 3 500 sur le marché. Mais au jour d'aujourd'hui, je crois que c'est moins de 1 000 francs. Pourquoi? Parce que la forte demande sur le marché a obligé d'autres pays à expérimenter la culture du poivre. Et dès qu'ils ont inondé le marché avec des produits d'égale qualité, vous voyez que nous, on n'a pas été compétitifs. Ils ont obligé à revoir les prix à la baisse parce que eux, même en vendant à 1 500, ils trouvaient leur compte. Pourquoi? À cause de leur structure monétaire. Donc, vous comprenez qu'on a beaucoup de problèmes qu'il faut, n'est-ce pas, résoudre de manière structurelle et de manière concomitante avant que de penser lancer véritablement la production locale. Si tout ça n'est pas pris ensemble, si on se limite uniquement sur le levier fiscal, je crains que jusqu'en 2025, on ne sera même pas en train de récolter 10 tonnes de riz au Cameroun, supplémentairement à ce qui existe déjà. Et vous avez très bien compris, et là vous allez me donner raison, que en ce moment même, il y a déjà une légère production de riz au Cameroun. Il y a le riz de Ndop qui est produit. Mais vous allez vous rendre compte que ce riz est beaucoup plus cher dans nos étals que le riz qui vient de Thaïlande, que le riz qui vient de Singapour, que le riz qui vient de la Malaisie. Et c'est pour ça que les producteurs de ces riz-là trouvent bon marché au Nigeria, au Gabon et en Guinée équatoriale. C'est plus avantageux pour eux d'écouler ces produits là-bas, bon marché, plutôt que de le vendre au Cameroun, où ils sont en très forte compétition avec le riz thaïlandais, le riz malaisien et autres. D'accord, on comprend donc très bien que la vie sera
un peu plus cher que maintenant en 2023. Mais j'aimerais également aborder, la question du rôle des bailleurs internationaux. On a très bien compris que le budget 2023, la proposition de budget 2023 est d'abord aller en proposition ou alors en étude sur le Fonds monétaire international avant de revenir au Cameroun. Quel est le rôle de ces bailleurs des fonds internationaux dans l'examen et le vote du budget? Si vous me voyez marquer un temps d'arrêt, c'est parce que je veux me rassurer que je trouve les mots les plus simples pour expliquer pour l'entendement de tout le monde. Pour que les gens comprennent très bien quel est le rôle du FMI. Parce qu'il se dit tout un peu et n'importe quoi sur le FMI. Le FMI a été mis en place, n'est-ce pas, juste après la Grande Guerre, après la Grande Crise, lorsqu'on s'est rendu compte que certaines habitudes ou alors certains comportements étaient directement à l'origine de la Deuxième Guerre mondiale. Je vous explique. Au sortir du Congrès, je vais dire au sortir de Versailles, les Alliés ont pris un certain nombre de mesures contre l'Allemagne. Je ne vais pas revenir là-dessus, à cause de la Première Guerre, parmi lesquelles on demandait à l'Allemagne de payer 137 milliards, n'est-ce pas, je vais dire, de marques à l'époque, par rapport à leur monnaie de marque, on leur demandait de payer 137 milliards à la France. Et en 1923, puisque c'était 3 fois le PIB de l'Allemagne, évidemment l'Allemagne ne pouvait pas payer. Et en 1923, l'armée française est tout simplement allée envahir la ville industrielle de l'Allemagne pour réclamer son argent. Il avait le droit, puisque c'était, je veux dire la France avait le droit, puisque c'était un dû. Et donc pour éviter cela, pour éviter que les États n'agressent les autres lorsqu'ils réclament un dû, on a donc créé un fonds monétaire qui devait jouer un peu le rôle de stabilisateur et le rôle de garant. C'est-à-dire que lorsque tu dois de l'argent à quelqu'un, au lieu qu'il saisisse ton avion, par exemple, ou qu'il dise que je vais arraisonner son bateau, si le gouvernement par exemple, est en train d'exporter le pétrole aux États-Unis ou, je ne sais pas, en Chine, si quelqu'un dit non, il me doit 1000 milliards, il faut que je saisisse ce bateau. Au lieu qu'on fasse ça, on s'est dit, bon, on va mettre en place un fonds monétaire qui va jouer le rôle de garant. C'est-à-dire que lorsque tu ne peux pas payer quelqu'un, il va se porter garant auprès de la personne, payer la personne et restructurer ta dette. Si tu devais payer ça en 1 an, il peut te permettre de payer ça en 5 ans. Et ça te donne une bouffée d'oxygène pour que tu payes graduellement, mais tout en rassurant le créancier. Vous comprenez un peu? C'est le rôle du FMI. Et c'est pour ça que vous allez voir qu'on parle toujours de programme d'ajustement. Comme le Cameroun est en ce moment sur un programme d'ajustement budgétaire avec le FMI depuis 2016. Ça veut dire que depuis 2016, le constat avait été fait que le service de la dette du Cameroun devenait asphyxiant pour le Cameroun. S'il paye, il arrête de fonctionner. C'est-à-dire que si le Cameroun doit respecter le service de la dette normalement, il arrête de fonctionner parce qu'il va payer. Or, il a aussi des engagements en interne, que ce soit d'investissement, que ce soit de fonctionnement. Le Cameroun doit bien fonctionner et les Camerounais doivent bien continuer de vivre. Et donc, on ne peut pas dire qu'on va collecter tout l'argent, payer les créanciers et puis mourir. Et donc, pour éviter donc cela, le FMI vient depuis 2016, ce n'est pas que le Cameroun, ça a été mis en place suite, n'est-ce pas, au sortir du sommet extraordinaire qui s'est tenu à Yaoundé en présence des autres chefs d'État de la sous-région. Et puis, ils avaient, à l'époque même, le FMI exigeait plutôt un ajustement monétaire, c'est-à-dire il demandait qu'on dévalue le franc CFA parce qu'à l'époque, le constat était déjà fait que le taux de couverture extérieure de notre monnaie était très faible. On était en deçà du seuil de 60%, alors que normalement, le seuil critique, c'est 60%. On était un peu à 55%, justement parce que dans le compte des opérations, n'est-ce pas, les devises de l'ensemble des pays cumulés ne réussissaient plus à faire l'équivalent des 3 mois d'importation. Et donc, le FMI et la France demandaient qu'on dévalue la monnaie. Et le chef d'État a dit, ça va créer trop de problèmes, il vaut mieux aller sur un ajustement budgétaire. Et lorsque vous allez donc sur un ajustement budgétaire, ça veut dire que vous cédez une partie de votre souveraineté budgétaire au FMI. Il a un droit de regard parce que c'est lui qui garantit vos créances auprès des partenaires bilatéraux
et les autres partenaires multilatéraux. Et donc, il peut vous dire, baissez vos dépenses ici dans tel secteur, augmentez là-bas? Oui, il peut vous dire, ce poste budgétaire n'est pas très bon, c'est trop, vous avez mis trop d'argent ici, vous payez trop ici, il faut enlever ça, mettez plutôt l'accent ici. Il peut vous dire même, écoutez, vous avez négligé telle niche fiscale ici, ou alors vous n'imposez pas suffisamment ici, imposez un peu plus ici, ou alors il y a telle niche fiscale à explorer, allez taxer, il y a telle activité qui se passe chez vous là qui ne rentre pas dans la comptabilité publique, allez trouver les moyens de rentrer ça dans la comptabilité publique. Bref, le FMI a désormais, et tant que vous êtes sous ce programme, et tant qu'il continue d'être votre garant, il a un droit de regard, il a son mot à dire, et c'est pour ça qu'il y a une autre crainte que j'exprime, c'est que le FMI a donné comme une injonction à l'État du Cameroun de lever la subvention sur les produits pétroliers. Oui, on se souvient bien de ce communiqué. Vous vous souvenez de ce communiqué. Et vous vous souvenez que c'était... Moi, je parle d'une injonction parce que c'était assorti quand même des menaces, oui, n'est-ce pas, de limitation ou alors, je veux dire, d'annulation des crédits de facilité, des facilités d'accès au crédit. Et donc, si le FMI fait, si le Cameroun ne répond pas à cette injonction par l'affirmative, évidemment que la conséquence directe serait que le FMI va arrêter, n'est-ce pas, certaines facilités d'accès au crédit qui nous donne des bouffées d'oxygène jusqu'à présent. Donc il faudrait justement s'attendre à une hausse des prix des produits à la pompe? Allez relire, n'est-ce pas, la loi de finances, vous verrez que le gouvernement a prévu une taxe spéciale, oui, sur les produits pétroliers. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Vous comprendrez exactement pourquoi je vous pose la question de l'impact ou alors de l'influence de ces bailleurs de fonds internationaux-là. Et finalement, on se pose la question de la pertinence des travaux qui se déroulent actuellement à l'Assemblée nationale camerounaise. Ces enveloppes qui viennent être présentées, mais qui en réalité ne peuvent pas être réellement discutées. Ouais. C'est un peu biscornu parce qu'en réalité, le rôle des parlementaires, c'est de questionner fondamentalement le budget. C'est-à-dire que ce soit les méthodes de collecte, les parlementaires sont en droit de dire la pression est très forte ici, baissez un peu. Les parlementaires sont en droit de dire ah non, un timbre fiscal à 1500, ah non, c'est beaucoup. Oui, c'est beaucoup. Parce qu'on sait que les plus grands consommateurs de timbres, il y en a deux catégories. Il y a les étudiants, il y a les chercheurs d'emploi. Vous n'avez qu'à voir quand on lance un concours. On dit on veut 1000 places, vous aurez 15 000 places. 15 000 places là, 15 000 potentiels demandeurs là, c'est 15 000 timbres. Hein? Oui. Lorsqu'on dit par exemple, il y a un concours de recrutement à la police, on veut 3 000 places, vous aurez 60 000 demandes. Ça fait 60 000 demandeurs d'emploi et ça fait 60 000 timbres. Donc les plus gros consommateurs, c'est les étudiants pour leurs différents concours, pour leurs différents examens, pour leurs différentes demandes de ceci. C'est eux et c'est les chercheurs d'emploi. Et donc, les parlementaires étaient quand même en droit de se dire, ah non, vraiment, pour ceux-là, 1000 francs, ils payent déjà beaucoup pour demander l'emploi. Ils ne sont même pas sûrs d'avoir l'emploi. Et parfois, un même étudiant peut aller faire 5 concours parce qu'on ne sait jamais. Il ne sait pas là où il va réussir. Donc, ça lui fait 1500 fois 5, c'est quand même beaucoup pour un étudiant. Pareil pour un demandeur d'emploi, il peut faire 10 000 concours, ou il peut faire 10 000 demandes. Et donc, si à chaque fois il doit payer 1500 sur une demande, ça fait quand même beaucoup. Et donc, les parlementaires étaient en droit de dire, ça c'est costaud. Mais on comprend très bien qu'ils ont les pieds. Bon, voilà, donc vous comprenez que... Voilà, vous comprenez que partis comme ces partis-là, avec l'influence du FMI, avec un gouvernement qui dit, écoutez, moi j'ai besoin des ressources, que ce soit pour mes engagements internes, que ce soit pour mes obligations externes, notamment le service de la dette, moi j'ai besoin de ressources et je dois mobiliser des ressources publiques. Et puis je dis, le même Parlement qui a annoncé en juillet, lors du débat d'orientation budgétaire en juillet dernier, il a annoncé le
Augmentation de la pression fiscale, comme je vous ai dit, pour finalement atteindre 13% du PIB, n'est-ce pas, de mobilisation de ressources publiques. Il ne peut pas aller contre ce projet de loi du gouvernement, puisque le Parlement lui-même a bien annoncé que la pression fiscale devait augmenter à 12,6%, 12,8% en 2023. Ça veut dire qu'il savait très bien que le gouvernement allait demander à relever un certain nombre de taux d'imposition et puis aller explorer d'autres niches fiscales quelque part et puis supprimer également certaines dispositions exonératoires. Donc, le Parlement ne peut pas, il ne peut qu'être cohérent avec lui-même en validant, n'est-ce pas, un certain nombre de choses. En tout cas, je vous l'annonçais dès l'entame de cette thématique. Les différents ministres camerounais sont donc appelés à passer devant les députés pour expliquer quelque peu leur enveloppe budgétaire 2023. Mais en réalité, on connaît déjà les conclusions de ces assises-là. Mais nous restons tout de même à l'écoute de cette actualité du côté du Cameroun. Je vous connais comme un féru des questions politiques. Eh bien, nous allons parler de politique. Et surtout, nous allons prendre la direction du Mali, où on parle de retrait en cascade des troupes. En début de semaine, c'était la Grande-Bretagne, c'était la Côte d'Ivoire. Et en fin de semaine, c'était l'Allemagne qui a annoncé retirer ses troupes du Mali. On se pose donc la question, est-ce que le divorce est officiellement consommé entre les pays partenaires et les autorités de transition maliennes? En tout cas, Bamako également a réagi. Les autorités de transition ont demandé la suspension des ONG, tous ces ONG qui recevaient des financements de la France. Le Bamako a demandé que ces financements-là soient tout simplement suspendus. Je vous invite à regarder ce reportage que signe notre reporter. La succession de décisions prises ces derniers mois par les deux pays est la preuve que les relations entre Bamako et Paris ne sont définitivement plus au beau fixe. ONG médicales, éducatives, agricoles, y compris celles opérant dans le domaine humanitaire, opérant au Mali, sur financement ou avec l'appui matériel ou technique de la France, devront plier bagage. Une décision à effet immédiat selon le gouvernement malien de transition. Celle-ci fait suite à l'annonce de l'Élysée le 16 novembre dernier de la suspension de son aide publique au développement à destination du Mali en raison d'une présumée coopération militaire Mali-Russie et des risques du détournement de cette aide. Le gouvernement de la transition rappelle que cette déclaration n'est qu'un subterfuge destiné à tromper et manipuler l'opinion publique nationale et internationale aux fins de déstabilisation et d'isolement du Mali. En effet, depuis février 2022, la France a notifié par voie diplomatique la suspension de sa coopération au développement en faveur du Mali. Le gouvernement de la transition rappelle que dans le cadre de la refondation de l'État, le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, a défini 3 principes, à savoir 1. Le respect de la souveraineté du Mali. 2. Le respect des choix de partenaires et des choix stratégiques opérés par le Mali. 3. La prise en compte des intérêts vitaux du peuple malien dans les applications. En application de ces principes, cette décision de la France prise depuis février 2022 ne suscite aucun regret, d'autant plus qu'elle contribue à la restauration de notre dignité bafouée par une junte française spécialisée d'une part dans l'octroi d'aides déshumanisantes pour notre peuple et utilisée comme moyen de chantage des gouvernants. Pour l'heure, la liste des ONG concernées n'est pas établie. Merci Audrey Mulingui pour ce reportage. Vous comprendrez bien avec nous Edmond Kouyaté. Et ce n'est pas un secret si je dis que vous êtes par ailleurs panafricaniste. C'est pour cela que je disais que vous êtes un amoureux également des questions politiques. Et la situation au Mali nous intéresse particulièrement avec ces retraits en cascade des soldats du Mali. Mais on constate aussi que Bamako ne se laisse pas faire, ne se laisse pas faire, ne fléchit pas. Bamako qui a donc demandé la suspension des financements par la France aux ONG, que ce soit suspension des ONG qui font dans le médical et l'éducation, l'agriculture, l'agroalimentaire. Tous ces financements-là doivent donc s'arrêter. Une stratégie des autorités de transition maliennes? Tout à fait. En fait, c'est que les autorités maliennes ont le courage, enfin, de poser les questions de fond
et de sortir de la distraction généralisée dans laquelle on nous a toujours entretenus depuis 1960 et qui ne nous permet pas de savoir in fine, est-ce qu'on avance, est-ce qu'on recule par rapport au reste du monde. Et on nous fait tourner, tels des pirouettes, on nous fait tourner en rond avec des concepts, les uns aussi rebarbatifs que les autres, appui budgétaire, aide au financement, aide au développement. Mais stratégiquement, on ne fait jamais le bilan de cela pour nous dire, voici ce à quoi, n'est-ce pas, l'aide au développement a servi sur une période cumulée de 5 ans, de 10 ans. Voici de manière concrète ce qu'on peut dégager, n'est-ce pas, comme apport réel, de manière sectorielle, de cette aide-là, de cet appui budgétaire dans la vie, n'est-ce pas, des citoyens d'un pays. On ne nous dit pas. On nous entretient dans le flou et l'opacité totale. On nous dit que les ONG font dans l'humanitaire. Ils ont une comptabilité qui ne passe pas au contrôle, n'est-ce pas, qui ne passe pas à un contrôle. Personne ne sait, même l'autorité centrale ne peut pas savoir ce qu'ils dépensent par an. Leur comptabilité est à l'extérieur, mais ils engrangent parfois des budgets 2 fois, 3 fois le budget de l'État. Mais vous ne savez pas à quoi cela sert dans des pays comme les nôtres. Et donc, c'est quelqu'un qui disait qu'il faut plus de courage pour porter sur soi le réel que pour traquer l'impossible. En Afrique, nous aimons traquer l'impossible. Mais le gouvernement malien, c'est un gouvernement qui a compris qu'il faut prendre sur soi le courage et porter sur soi le réel. C'est pour ça que j'ai aimé Assimi Goïta qui dit c'est un non-événement finalement, si vous suspendez votre aide. Suspendez également l'aide aux ONG. Oui, il a dit suspendez l'aide aux ONG. Parce que ça paraît biscornu, et pas que ça paraît, c'est même biscornu. Si vous dites, ah, on ne veut plus aider cet État, mais on continue quand même à travers les ONG que vous contrôlez. Si vous estimez que c'est un État qui est voué, n'est-ce pas, à la mort totale, mais laissez-le mourir. Puisque quand vous dites, oh, on ne veut plus donner notre aide à ce pays, c'est tout simplement que vous dites, on veut qu'il soit asphyxié. Si on suppose que l'aide, c'est l'oxygène nécessaire qui permet à cet État de respirer, si vous suspendez, vous ne pouvez pas dire on va fermer ses narines, fermer sa bouche, empêcher qu'il aspire de l'air et par derrière dire non, on va lui mettre une petite perfusion au pied ou alors à la main pour que son corps soit légèrement alimenté. Non, il n'y a que 2 alternatives. Soit vous lui permettez de vivre et dans ce cas, vous laissez ses narines libres d'aspirer de l'air, vous laissez sa bouche libre d'aspirer de l'air, ou alors vous dites non, on veut le voir mort et on lui ferme carrément les narines et carrément, n'est-ce pas, la bouche. Mais si vous le faites et que malgré tout le gars dit je ne m'en préoccupe pas, même par d'autres orifices, je peux respirer, mais laissez-le. C'est tout à fait loisible qu'ils disent, même votre petite perfusion que vous voulez me mettre sur le pied là, je n'en veux plus. C'est tout à fait normal. Mais au nom de quoi exactement? Parce que la raison évoquée par la France, cette suspension a des raisons, bien sûr, évoquées par la France. Ce sont les mêmes raisons évoquées par le Royaume-Uni. Ce sont les mêmes raisons évoquées par l'Allemagne, même si l'Allemagne a parler des questions de survol de l'espace aérien, mais c'est pratiquement la même raison évoquée, c'est-à-dire la coopération des autorités maliennes avec le groupe russe Wagner. Qu'est-ce qui dérange effectivement? Non mais il est tout simplement que le grand complot contre l'État malien et contre les autres États africains est mis à nu. Il est mis à nu. En fait, ce que les Africains doivent faire à travers cette question malienne, c'est d'interroger fondamentalement, mais alors substantiellement, la question du terrorisme dans nos États. Effectivement. Il faut interroger substantiellement la question du terrorisme dans les États. Qui est derrière le terrorisme dans nos États? Qui supporte les terroristes dans nos États? Ces groupes djihadistes. Nos partenaires qui se présentent en messie, capables de mettre en déroute ces terroristes
et qui, au bout de 10 ans de leur présence sur notre sol, n'a pas réussi à les mettre en déroute. Mais alors, on retrouve des terroristes beaucoup plus actifs, beaucoup plus aguerris, beaucoup plus armés et beaucoup mieux organisés. Alors, finalement, votre présence, ça nous sert à quoi? Parce que quoi? Voilà, un pays qui est attaqué, soi-disant par des terroristes, d'accord. Un pays, frère et ami, la France, disons-le ainsi, parce que c'est comme ça que la France se présente, pays, frère et ami, historique, partenaire historique, tout ce que vous voulez, d'accord. Il se propose comme, n'est-ce pas, sapeur-pompier, ta maison brûle. Vraiment, frère? On accourt, oui, on éteint le feu. On éteint le feu. Mais derrière, qu'est-ce qu'on fait? Donne-moi, en un laps de temps, je vais mettre le feu, je vais éteindre le feu. Il arrive. Depuis, il y a de cela au moins 10 ans, d'accord, il réussit à créer une zone tampon. Les terroristes sont de l'autre côté, toi tu es de ton côté. Et chaque année, on te demande toujours quelque chose, toujours de céder. Et à chaque fois, on vous dit non, il faut aller à la table de négociation avec les terroristes. Mais vous nous servez donc à quoi? Vous auriez pu nous laisser engager tout simplement des négociations avec ces terroristes. Vous auriez pu nous laisser engager des négociations tout seul, sans votre présence. Mais vous ne pouvez pas venir avec des gros moyens. Mais quand même, Marie-Yvonne, 2 millions d'euros, voilà ce que, n'est-ce pas, Barkhane dépense par jour. 2 millions d'euros, ça fait 1,3 milliard de nos francs. Mais pour environ. faire quoi? Mais pourquoi? Et qu'après 10 ans, le Mali se rend compte que 80% de son territoire est occupé par les terroristes. Les terroristes sont de plus en plus ils progressent. Dynamiques, de plus en plus virulents, et ils progressent. Alors, finalement, des Maliens, comme Assimi Goïta et toute son équipe, se disent, mais non, oui, mais la France est là, Takuba est là, MINUSMA est là, les autres sont là, SNE est là, tous ces G5 Sahel est là, au moins 10 forces cumulées sur un même territoire. Mais les terroristes sont plus actifs, mais alors plus virulents et plus organisés qu'avant. Non, Assimi Goïta a dit non. Ben écoutez, quand vous veniez chez moi, il n'y avait que mon salon qui brûlait. Vous avez promis d'éteindre le feu. Après 10 ans, il ne me reste plus que ma chambre. Vraiment, plus que ma petite chambre. Et le feu est même déjà à la porte de ma chambre. Vraiment, je veux bien que vous soyez en train de faire tout ce que vous pouvez pour éteindre le feu. Mais je connais un autre voisin. Laissez-moi aussi déployer mes petits moyens ailleurs. J'ai un autre voisin là qui me dit qu'il peut m'aider à éteindre ce feu. Laissez qu'il vienne et qu'ensemble qu'on associe nos forces pour éteindre ce feu. Vous vous opposez. Vous dites le groupe Wagner, c'est un groupe, il fait des exactions. Vous voulez qu'on comptabilise les exactions dans ce monde? Mais soyons sérieux. D'accord, et justement, je ne vous coupe pas, Edmond Kouyaté. Ouais. Vous parliez tout à l'heure de lutte contre le terrorisme. Où en est-on effectivement, surtout dans la zone du G5 Sahel, du G5 Sahel, pardon. Et est-ce que vous pensez que les pays africains ont réellement compris? Parce que cette semaine, on a eu droit également à la rencontre d'Accra. Ils ont appelé cela l'initiative d'Accra et c'est donc achevé le 22 novembre 2022. Et quelques pays font partie de cette initiative-là. Et effectivement, ils prévoient mettre sur pied une force sous-régionale qui va lutter contre ce terrorisme-là. Et le Mali est un pays observateur de l'initiative d'Accra. Je rappelle que le thème des travaux de cette initiative d'Accra pour le compte de cette année était bien sûr vers une réponse crédible, préventive et coordonnée aux défis auxquels sont confrontés les États côtiers et sahéliens. Est-ce qu'on peut réellement croire en cette initiative-là? Marie-Yvonne, je vais être sincère avec vous. Il faudrait que les Africains, surtout ceux qui disent être les dirigeants africains, il faudrait qu'ils sortent de la distraction. Trêve de distraction. Il faudrait qu'ils apprennent à poser des actes concrets. Et on a eu une représentation de l'Union européenne à cette rencontre. Mais voilà, vous vous attendez à quoi? Je vous ai donné tout à l'heure le budget de Barkhane par jour. Oui. C'est 2 millions d'euros par jour. Vous savez ce que le G5 Sahel, c'est-à-dire les 5 pays du Sahel, n'est-ce pas, y compris... je ne sais pas trop, les 5 pays du Sahel qui étaient dans le pays, le Tchad, Niger, Mali, Burkina Faso et autres, Mauritanie.
vous savez ce qu'il demandait comme budget, que depuis 10 ans, on n'arrive pas à mobiliser. Ce qu'il demandait comme budget, ce n'était même pas le tiers de ce que Barkhane utilise. C'est-à-dire le G5 Sahel, c'est l'initiative militaire, n'est-ce pas, c'est un truc, n'est-ce pas, intermilitaire entre ces 5 pays-là. Mais ils n'ont pas le budget pour pouvoir fonctionner. Ils ne peuvent même pas se payer du carburant. Ils ne peuvent même pas, n'est-ce pas, se payer des voitures pour faire la zone. Ils ne peuvent même pas s'acheter un hélico pour pouvoir, n'est-ce pas, assurer le contrôle, n'est-ce pas, des 3 frontières, qui est la partie la plus sensible, où foisonne véritablement, parce que c'est la zone des 3 frontières, c'est-à-dire Mauritanie, Mali et Niger. Les 3 frontières, c'est là où foisonne véritablement le terrorisme. Ils ne peuvent même pas s'offrir, n'est-ce pas, le luxe d'acheter un hélico pour survoler cette zone-là. Ils ne peuvent pas. Mais entre-temps, quand on vous donne des sommes faramineuses que Takuba, n'est-ce pas, dépense là-bas, on ne sait pas pourquoi. MINUSMA, qui est de l'ONU, on ne sait pas pourquoi. Barkhane, on ne sait pas pourquoi. Ces 3 forces-là, à elles seules, dégagent chaque près du budget de nos pays. Je dis le budget total de nos pays. Tellement ils dépensent de l'argent. Quel gens qui dépensent 1300 milliards, 1 milliard 300 millions par jour. Par mois, ils vont dépenser combien? Par an, ils vont dépenser combien? Donc vous comprenez que on nous mène dans la distraction. C'est un homme politique qui disait la meilleure façon pour les politiques de nous perdre du temps, c'est de tourner nos yeux et les leurs vers le haut pour nous empêcher de voir ce qu'ils font en bas. Toutes ces initiatives-là, c'est justement, c'est de tourner nos yeux vers le haut avec la question du terrorisme pour nous empêcher de voir ce qu'ils font en bas. En réalité, si il doit avoir une volonté réelle, manifeste de lutter contre le terrorisme, ça doit être une initiative des États africains sans qu'il n'y ait aucune organisation, quelle que soit, Union européenne, ONU, non, ils ne doivent même pas y être. Même demander de l'appui, de l'aide, on ne doit pas, parce qu'ils n'ont pas intérêt à ce que nos États soient stables. Ça, il faut le savoir. Je dois vous demander, ça fait quand même, c'est sûr qu'on va aborder la question tout à l'heure, mais puisqu'il y a un parallèle à faire, la MINUSMA va réussir à stabiliser le Mali parce que la MINUSCO, là, en RDC, a réussi, après 30 ans, à stabiliser. La MINUSCO a réussi à stabiliser la RD Congo. Non. Après 30 ans de présence, vous avez très bien compris que là, n'est-ce pas, exacerbé par un certain nombre d'exactions, les populations congolaises ont dû sortir dans les rues pour aller attaquer le camp de la MINUSCO et leur dire « pliez bagages ». Partez de chez nous, foutez le camp de chez nous. Parce qu'après, ils ont fini par comprendre la véritable mission de la MINUSCO chez eux. Ils ont fini par comprendre. Elle faisait tout, ce que je ne veux pas dire ici, mais sauf aider vraiment à stabiliser, à lutter contre contre les agresseurs et stabiliser le Congo. C'est pas ça leur mission. Et justement, vous faites une belle transition pour aller du côté effectivement de la République démocratique du Congo, où le nouvel accord de cessez-le-feu est donc tourmenté. On a eu un mini-sommet du côté de Luanda, dont les clauses ont été un cessez-le-feu qui devait prendre effet à partir de vendredi soir. Mais samedi, on a entendu des coups de feu du côté de plusieurs localités, dont Shumba et sur la colline de Kabarosi, également dans le territoire de Rutshuru. Mais néanmoins, les soldats kenyans, eux, ont été déployés donc du côté de l'est de la RDC pour aller prêter main forte et surtout pour pouvoir ramener la paix dans le pays. Je vous invite d'ailleurs à regarder ce reportage que signe Stéphane Dibebe. Nous reviendrons juste après. Une semaine après que le Kenya ait envoyé près de 900 soldats dans le cadre de la force sous-régionale de l'Afrique de l'Est pour aider à réprimer la violence et désarmer les rebelles opérant dans l'est du Congo, le président William Ruto a rencontré son homologue congolais Félix Tshisekedi à Kinshasa. Les deux dirigeants ont évoqué le conflit en cours dans la région. William Ruto a également saisi l'occasion pour réaffirmer l'engagement de son pays à aider le Congo à construire une nation stable. Des pourparlers de paix dans la capitale angolaise, Luanda, sont prévus où le président Tshisekedi devrait rencontrer le président rwandais Paul Kagame après des mois de tension entre les deux voisins au sujet des activités rebelles dans l'est du Congo.
Kinshasa a accusé le Rwanda de soutenir le groupe rebelle M23, une affirmation que Kigali n'a cessé de démentir. Alors que les pourparlers visant à mettre fin à des décennies d'instabilité en République démocratique du Congo se poursuivent, le voisin régional ougandais a déclaré qu'il déploierait 1000 soldats d'ici la fin de ce mois pour rejoindre la force sous-régionale. Ce pays d'Afrique de l'Est restera le troisième à déployer des troupes après l'arrivée des contingents du Kenya et du Burundi dans l'Est de la République démocratique du Congo. Merci à vous, Stéphane Dibébé, pour ce reportage du côté de la République démocratique du Congo, où effectivement un cessez-le-feu a été signé au terme de ce mini-sommet du côté de Luanda, mais rien n'a été respecté. Je vous le disais, on a encore écouté des tirs ce samedi du côté de Rutshuru, c'est bien à l'est de la République démocratique du Congo. On comprend bien, Edmond Kouyaté, que c'est un conflit qui dure, mais les bonnes décisions ne sont pas prises. Pourquoi est-ce que les bonnes décisions ne sont pas prises? C'est la question qu'il faut se poser. À qui bénéficie, et ça vous ne pouvez pas répondre à la question sur la fin de ce conflit, si vous ne répondez pas à cette première question? À qui profite la guerre, l'instabilité au Congo? À qui est-ce que cela profite? Il n'y a pas de... Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de conflit pour le conflit. C'est-à-dire que personne ne se lève le matin, prend une arme, met des munitions et va tuer des gens comme ça, parce qu'il est psychopathe, il veut voir des cadavres couchés partout. Personne ne le fait. Dans un conflit, il y a certes ceux qui sont sur le terrain en train de commettre des exactions, mais il y a en toile de fond ceux qui tirent les prébendes, ceux qui profitent de cela. Et je dois dire que malheureusement, l'Afrique, depuis la nuit des temps, a ce malheur-là, que ses propres enfants sont des relais contre l'Afrique au service des grandes, je vais dire, des grandes puissances. Ce qui se passe au Congo et qui ne date pas d'aujourd'hui, c'est tout simplement la survie des multinationales. C'est des grandes multinationales, principalement américaines et européennes, qui alimentent, n'est-ce pas, de toute essence, la guerre au Congo. C'est une question de ressources stratégiques. Vous avez très bien compris que si vous fermez le Congo, vous fermez l'industrie électronique et informatique. Et vous avez très bien compris que nous sommes à l'ère de l'informatique, nous sommes à l'ère de l'électronique. On ne peut plus se passer de cela. Et puisque ceux qui produisent, n'est-ce pas, ceux qui gèrent ces deux industries ont choisi de ne pas payer le juste prix au Congo, ils ont choisi de puiser ces matières premières gratuitement. Oui. Et ils ont trouvé dans le moyen de le faire. Ça ne peut qu'être au prix du désordre. Parce que la meilleure façon de prendre gratuitement, c'est lorsqu'il y a du désordre. C'est pour ça qu'on parle de pêcheurs en eau trouble. C'est-à-dire des gens qui ne réussissent à prendre du poisson que lorsque l'eau est trouble. Et donc, l'autre façon, c'était finalement d'accepter d'aller négocier et de payer le juste prix à l'État congolais. C'est à quoi les multinationales se refusent. Mais j'ai envie de dire qu'ils ont choisi la première option, c'est-à-dire d'installer un système bordélique, excusez-moi le terme, en RDC, et que dans ce désordre-là, qu'ils profitent pour tirer. Le Congo, je l'ai toujours dit, si les présidents, les autorités congolaises sont, je vais dire, honnêtes, elles vont vous dire que leur autorité ne s'est jamais étendue au-delà de Kinshasa. Et vous savez que le Congo, ma foi, c'est tout un continent. Bien sûr. C'est un vaste territoire. Mais l'autorité centrale congolaise ne s'étend pas au-delà de Kinshasa. Si vous demandez au président congolais ce qui se passe dans la sous-région,
vous avez carrément des aérodromes où les avions atterrissent, chargent, n'est-ce pas, des matières premières et s'en vont sans que personne, n'est-ce pas, ne sache ni quand ni comment ils atterrissent et comment ils redécollent. Vous avez très bien compris qu'un pays comme l'Ouganda et le Rwanda sont devenus des grands exportateurs de certaines matières premières qui ne se trouvent pas sur leur sol, mais qui se trouvent bien sur le sol de la RDC. Je veux parler du coltan, je veux parler du cuivre, je veux parler d'autres minéraux. Et l'Est de la RDC est riche de ces matières. Et l'Est de la RDC, où malheureusement, parce que finalement, c'est de là que part la théorie de richesse-malédiction, richesse égale malédiction, parce que si vous allez à l'Est, notamment dans le Kivu, oui, vous voyez comment les gens y vivent. Mais ça pue la misère. Et pourtant, sous le sol, vous allez voir même que des enfants de 5 ans, de 7 ans, sont dans des mines, dans des galeries en train de creuser, qui pour gratter un peu de coltan, ça pue la misère. Et ça profite, comme je le disais, aux grandes firmes, n'est-ce pas, occidentales, aux grandes firmes américaines. Et donc, ce sont ces gens-là qui alimentent la guerre. Pourquoi? Parce que ces aéronefs qui atterrissent tous les jours, atterrissent avec à leur bord des armes, des munitions, et en rentrant, ils prennent qui du coltan, qui du cuivre, qui des métaux, qui des terres rares. C'est ce qui se passe. C'est ça le balai. Et donc, je suis très peiné de savoir que un pays voisin comme le Rwanda et comme l'Ouganda, des pays voisins à la RDC, ont accepté finalement de jouer le mauvais rôle et de se mettre au service de ces multinationales-là. Parce que, dites-vous bien, je vous dis bien, lorsque un pays comme le Rwanda et comme l'Ouganda deviennent gros exportateurs de coltan, mais ils n'ont pas de coltan sous le sol, ils font comment? Ça veut dire que c'est le coltan qui vient, n'est-ce pas, de la RDC et de l'Est de la RDC. D'accord. On est pratiquement à la fin. La réalisation me fait déjà de grands signes. J'aimerais quand même vous demander, parce que c'est un conflit dont on parle quand même depuis. On a parlé de plusieurs cessez-le-feu avec le M23 qui n'ont malheureusement jamais été respectés. Mais que faut-il faire réellement? Ça, c'est une question pour clôturer partiellement ce sujet. Que faut-il faire pour parvenir à une entente entre les différents pays? Il faut ramener deux personnes à la raison. Il faut ramener le président rwandais à la raison. Il faut ramener le président ougandais à la raison. Rwandais et ougandais. Et ougandais. Okay. Il faut qu'ils comprennent qu'ils ne peuvent pas construire leur bonheur de manière durable sur la misère du peuple congolais. Il faut qu'ils le comprennent. Que lorsqu'on s'engage dans une telle labyrinthe, la fin ne peut être que tragique. Parce que ça ne va pas continuer comme ça éternellement. Même nous avons tous applaudi M. Kagame, la manière avec laquelle il a construit la RDC, nous avons applaudi. Mais si cela doit se faire sur le sang, sur la sueur et sur la misère du peuple rwandais, moi je dis non. Je cesse de l'applaudir. Et donc, il faut qu'il revienne à la raison. On peut trouver des mécanismes on peut trouver des mécanismes autres que ceux qui ont été mis en place pour que ces richesses, finalement, bénéficient aussi à eux, mais de manière vraiment juste, sans que le peuple congolais n'ait à souffrir le martyre. Ça fait déjà trop longtemps que ces peuples-là souffrent. Le M23, c'est un mouvement qui est sous la botte des Rwandais. Ça, personne ne peut le nier. Ce sont les Rwandais qui sont en majorité dans le M23. Et donc, si aujourd'hui le président Kagame revenait à de meilleurs sentiments, il va appuyer sur un bouton et il va ramener, n'est-ce pas, le M23 à la maison. Mais je crains que lui aussi, qu'il ne soit allé trop loin, n'est-ce pas, dans, je vais dire, dans des compromissions avec ces firmes internationales qui lui ont versé beaucoup d'argent justement pour que tout ça passe sous son sol. Je crains qu'il ne soit arrivé là et qu'il ne soit malheureusement pas possible finalement de le ramener à la raison. Et il faudrait également un réveil aussi des autorités congolaises parce que cela dépend aussi d'eux finalement. J'aimerais quand même rappeler que la prochaine élection présidentielle du côté de la République démocratique du Congo a donc été fixée au 20 décembre 2023 selon le calendrier annoncé officiellement ce samedi par la Commission électorale nationale
indépendante. C'est donc une annonce qui intervient alors que l'Est du pays reste en proie aux violences de groupes armés, dont la rébellion du M23 dont nous en parlions tout à l'heure. C'est ici, malheureusement ou heureusement, que nous allons mettre un terme à ces échanges. Je vous dis merci, Monsieur Edmond Kouyaté, d'avoir accepté cette invitation. Je rappelle qu'Edmond Kouyaté est économiste, spécialiste des questions d'économie. Il est par ailleurs panafricaniste. D'ailleurs, vous avez écouté ses analyses sur le plan politique. Merci à vous, monsieur. C'est moi qui vous dis merci, Marie-Yvonne. Merci à toute l'équipe qui s'est mobilisée derrière, Polycom et particulièrement le réalisateur qui a fait en sorte que nous soyons à l'antenne pour cette autre production. Je vous donne rendez-vous certainement dimanche prochain pour une toute nouvelle édition. En attendant, nos programmes se poursuivent bien sur Dash News. À bientôt.